l'Ukraine, un an de guerre, émission spéciale sur TV5 Monde. Avec nous sur ce plateau, Alexander Makogonov, porte-parole de l'ambassade de Russie en France. Bienvenue. Frédéric Charaillon, vous êtes professeur de sciences politiques, spécialiste des relations internationales, politologue, et le titre de votre dernier livre est donc Guerre d'influence. Guerre d'influence, c'est exactement le sujet aussi de cette deuxième partie. Slimane Zeguidour, qu'on ne présente plus, notre éditorialiste. Et enfin, Julien Colling, notre correspondant, qui est donc à Moscou. À tout de suite, Julien, on vous retrouve dans quelques instants. Alors, Alexander Makogonov, on va regarder cette carte donc de l'Ukraine. Un an après cette guerre, les troupes de Moscou occupent quelques 18%. Alors c'est entre 16 et 18% de l'Ukraine. Pour vous, c'est un échec ou une réussite russe? C'est pas du tout un échec, car nous ne sommes pas au match de foot. C'est pas le score qui nous intéresse, les chiffres, les statistiques, 18%, 20%, non. On se bat pour nos gens qui souffrent là-bas, sur ce territoire, pour les gens russes et russophones, qu'on protège. Et puis, 18% de territoire, mais quand même, c'est 18% du territoire défendu par les Russes, 18% du territoire où ces gens peuvent vivre plus ou moins maintenant tranquillement, protégés des exactions des néo-nazis ukrainiens. Mais pourtant, au début de cette invasion russe, on a vu les chars se diriger vers Kiev, puis après ils sont partis comme s'ils n'arrivaient pas à avoir Kiev. Mais en fait, ce genre de spéculation est très populaire dans les médias occidentaux, mais la question est de savoir d'où quelqu'un a pris ce chiffre, prendre Kiev en 3 jours. La partie russe pourtant la direction des chars. La partie russe n'a jamais énoncé son plan de prendre le Kiev en 3 jours. Peut-être c'était en manœuvre, peut-être c'était quelque chose qui était assez intéressant, disons, sur le plan militaire, mais là, difficile de le commenter maintenant parce que la donne a changé et maintenant c'est... Et aujourd'hui, l'objectif, c'est donc... tout le territoire ukrainien, c'est ce qu'a dit Dmitri Medvedev aujourd'hui en disant que la Russie était prête à aller jusqu'aux frontières de la Pologne. Mais en fait, il a exprimé son avis personnel. Notre objectif principal maintenant, c'est, puisque nous avons ce nouvel territoire, c'est de les protéger avant tout. Il faut libérer, jusqu'au bout, il faut libérer le territoire du Donbass pour assurer justement la sécurité des gens qui y habitent. Et puis après, il faut voir, parce que comme a dit le président Poutine il n'y a pas longtemps, lors de son discours, le plus long sera la portée des missiles tirés depuis le territoire ukrainien. Le plus loin, nous serons obligés de repousser la ligne depuis laquelle s'effectue le tir. Frédéric Charaillon, sur cette déclaration de Dmitri Medvedev, est-ce que c'est une déclaration personnelle, comme le dit le porte-parole de l'ambassadeur de Russie ? Il y a des jeux de rôle aussi, hein, souvent dans ce genre de situation. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont là pour avoir le point de vue le plus dur, d'autres qui au contraire vont jouer la carte de la modération. Medvedev, ça fait un petit moment qu'il est sur un discours très très dur, ce qui d'ailleurs a surpris beaucoup d'observateurs occidentaux, parce que lorsqu'il était président lui-même, on le prenait pour quelqu'un avec qui le dialogue était plus facile. C'est vrai que depuis le début de cette affaire ukrainienne, le ton a changé. Le ton a changé et il veut occuper, ou on lui a demandé peut-être d'occuper ce créneau de celui qui fait peur et qui fait des déclarations fracassantes. Donc c'est pas surprenant, mais c'est probablement pas tout seul qu'il a dit ça. C'est sans doute dans un partage des rôles qui lui a été assigné. Alexander Makogonov, vous dites qu'il faut défendre notamment le Donbass, mais à quel prix? On a très peu d'informations sur le nombre de morts, de soldats morts, aussi bien du côté russe que du côté ukrainien. Des sources d'état-major norvégiens et américains parlent de 180 à 188 000 soldats russes morts. Vous nous confirmez ces chiffres? Pour le moment, je ne peux pas vous donner des dernières statistiques les plus récentes parce que bon, personne ne les déclare pour le moment, personne ne les rend publics. Mais lorsqu'on voit ce genre de chiffres, 180 000, etc., et là, ça provient des sources norvégiennes, britanniques, mais on se demande, mais ils sont là à faire leurs statistiques chaque jour, ils sont dans les tranchées, dans les forêts. Comment ils comptent? Le patron de l'OTAN a parlé de chair à canon. Est-ce que c'est le prix à payer aussi? Écoutez, mais la chair à canon, c'est plutôt les pauvres soldats ukrainiens qui sont jetés chaque jour, quotidiennement, dans ce bourbier de la guerre par le régime de Kiev. Ces pertes ukrainiennes, vraiment, personne ces soldats, personne ne les compte, mais c'est juste pour montrer à l'Occident cette résilience du régime de Kiev. Vous voyez, juste pour demander un peu plus d'argent, plus d'armes, etc. Mais ça ne sert à rien, ces victimes, ces pertes. Et pourquoi ne pas donner le nombre de pertes? Mais puisque les combats continuent, comment vous voulez qu'on fixe tel ou tel chiffre? Les combats continuent, c'est trop tôt de... Alors on va aller à Moscou, que vous connaissez bien, retrouver Julien Colling. Quelle est l'opinion des Russes un an après cette invasion? Alors l'opinion des Russes, officiellement en tout cas, c'est toujours un soutien majoritaire, bien sûr,
des Russes pour donc l'opération spéciale en Ukraine, le président Poutine lui-même. Environ 2/3 des Russes officiellement soutiennent donc l'orientation du Kremlin. Alors ça, c'est selon les chiffres assez sérieux du centre d'études Levada, par exemple. Mais il faut bien comprendre qu'également dans un contexte comme celui de la Russie, où les voix dissonantes sont pour le moins réprimées désormais, eh bien peut-être que les gens n'ont pas forcément toute la latitude pour dire ce qu'ils pensent, ou en tout cas donner leur expression totale. Mais c'est vrai qu'il y a encore un soutien majoritaire, une division régionale assez forte tout de même entre Moscou et Saint-Pétersbourg, comme souvent en Russie. Les régions sont plus loyales au Kremlin généralement. Mais surtout aussi l'atmosphère, on sent un peu une sorte de désintérêt, si vous voulez. Un peu les gens tournent le regard et détournent l'attention de ce qui se passe en Ukraine, ne veulent pas s'y intéresser parce qu'ils savent que c'est une situation difficile de crise également pour la Russie. Et donc il y a une sorte de désintérêt politique qui n'est pas nouveau en Russie. Ça fait longtemps que c'est une société qui est assez dépolitisée et le système de Poutine a aussi créé cet effet-là en fait. Mais il y a une sorte d'apathie un petit peu. On a l'impression à Moscou parfois qu'il n'y a pas de guerre qui se passe. C'est un peu comme si de rien n'était et les gens continuent à vivre leur vie personnelle, familiale, continuent à subir un petit peu la situation et sans trop se rébeller évidemment pour l'instant. Et voilà, donc c'est un peu une sorte de flottement, une sorte de bulle ici à Moscou en tout cas. Voilà, une bulle, une sorte d'apathie. On va revenir sur le terrain de la guerre avec donc l'émergence d'Evgeny Prigojine, hein, le patron de Wagner, cette milice. Au début, il n'était pas du tout là, puis d'un coup, il a beaucoup communiqué. Il est très critique envers l'armée russe, il l'a été. On va l'écouter. Le chef d'état-major général et le ministre de la Défense donnent des ordres à droite et à gauche, non seulement pour ne pas donner de munitions au groupe Wagner, mais aussi pour ne pas l'aider en matière de transport aérien. Il y a une opposition directe qui ressemble à rien d'autre qu'à une tentative de détruire le groupe Wagner. Elle peut être assimilée à une trahison. Au moment où le groupe Wagner se bat pour Bakhmout, perdant des centaines de ses combattants chaque jour. Voilà, il a publié des photos. Alors depuis, il a reçu ses munitions. Il a remercié ceux qui avaient permis cette livraison de munitions en haut lieu. Alexander Makogonov, est-ce qu'il va trop loin, Evgeny Prigojine, aujourd'hui ? Vous savez, c'est très difficile de commenter des commentaires d'une personne privée. Donc là, il est sur le front, il a sa vision des choses, peut-être ses émotions qu'il évoque, mais là, difficile de dire vraiment ce qui se passe sur le terrain. À titre privé ou c'est Vladimir Poutine qui l'a envoyé ? Non, mais il est là, mais qui l'a envoyé, je ne peux pas vous le dire. Il est là avec ces unités de volontaires qui font partie aussi des forces russes qui s'occupent en ce moment de la libération des villes dans le Donbass. Donc il est utile ? Il est utile, il peut être considéré comme efficace, mais là, en ce qui concerne ce genre de communication intérieure, difficile de commenter. Je ne connais pas même sa voix pour vous dire si c'était vraiment lui ou pas. Oui, mais il est je ne lui ai jamais parlé. Hein. À face découverte, mais est-ce qu'il peut gêner en plus haut lieu ? Est-ce qu'il n'est pas en concurrence avec Sergueï Shoïgu, par exemple ? Vous savez, c'est une sorte d'idée très populaire aussi dans les médias occidentaux qu'il gêne quelqu'un, qu'il lance un défi à quelqu'un, mais en fait c'est quelqu'un qui n'a jamais évoqué ses ambitions politiques ou ses ambitions de défier quelqu'un. C'est plutôt une exagération. Il ne va pas trop loin aujourd'hui. Mais il est là sur le terrain, il fait son travail, mais aller trop loin... Donc là, maintenant, il est à la guerre, lui. Donc là, il est militaire comme tous les autres militaires sur le terrain, pas plus. Alors, on va retourner voir Julian Colling donc, à Moscou. Il y a des sanctions qui ont été prises, des sanctions économiques contre la Russie. Washington en annonce encore aujourd'hui. Un 10e paquet de sanctions européennes est prévu aussi, mais pour l'heure, la Pologne bloque. Elle trouve que ce n'est pas assez fort, assez puissant. Est-ce que les Russes le ressentent dans leur vie quotidienne ? Encore une fois, c'est assez difficile à dire puisque pour l'instant, clairement, il n'y a pas encore eu la catastrophe annoncée en Occident, la destruction totale de l'économie russe comme c'était annoncé au départ. Le PIB russe, par exemple, résiste plutôt bien, seulement 2 points de perte sur l'année donc écoulée. Et honnêtement, à Moscou, encore une fois, les gens ont à manger, les rayons de supermarché sont remplis. Voilà, il y a pas de l'inflation tout de même a augmenté. Enfin, l'inflation est réelle, les prix ont augmenté, c'est sûr, notamment sur certains biens plus luxe comme par exemple le café devenu très cher à Moscou.
Moscou par exemple. Mais de manière générale, les gens ne sentent pas encore les effets terribles de ces sanctions. Après, c'est pas dit que ça puisse pas arriver par la suite, car on sait que les sanctions généralement la macroéconomie prend du temps à se développer et ça peut ensuite impacter l'économie russe sur les années à venir. On sait que de nombreuses entreprises étrangères sont parties. Désormais, les entreprises russes ont du mal parfois à se procurer des pièces, notamment pour l'aviation russe, par exemple. Et donc, mais pour l'instant, encore une fois, on peut pas dire que dans la vie quotidienne, même dans les régions russes où je me déplace souvent, il y a une grosse crise. Il y a encore des produits, il y a encore à manger. Et les Russes, de toute façon, disent tous, on a l'habitude parfois de se serrer la ceinture. Et donc, on va continuer à vivre notre vie, à planter des légumes dans le potager s'il faut, et puis on va continuer. Mais honnêtement, encore une fois, à Moscou, c'est pas l'impact qui était attendu de ces sanctions pour l'instant, en tout cas. Merci Julien Colling d'avoir été en direct de Moscou pour 64 minutes. Frédéric Charion, vous êtes étonné que ces sanctions ne fonctionnent pas pour l'heure ? Je pense qu'elle fonctionne quand même. C'est-à-dire qu'il y a quand même un effet des sanctions. Alors, elles ne touchent pas forcément toute la vie quotidienne de tout le monde, mais enfin, tout le monde sait que c'est quelque chose qui va se jouer sur le long terme. Mais il va falloir à un moment remplacer un certain nombre de pièces. Il y a quand même déjà une perte financière dans l'exportation d'énergie. Il y a quand même des effets très forts. Non, moi, ce qui me paraît tout à fait important dans cette guerre depuis le début, c'est que je crois que ça montre que l'intervention militaire, l'usage de la force depuis plusieurs décennies ne fonctionne plus. Et c'est pas la première fois. Ce qui m'étonne beaucoup, c'est que Vladimir Poutine, qui a souvent moqué les Américains pour leurs interventions militaires ratées, et commis la même erreur. Oui, mais avec à peu près les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'il a commis la même erreur. C'est-à-dire qu'on ne résout pas ce genre de situation par la force. Je crois qu'il faut remonter à la guerre du Golfe de 1991, la guerre du Koweït, plus exactement, pas celle de l'Irak de 2003, mais c'est en 91, l'intervention américaine au Koweït, c'est la dernière fois qu'une intervention militaire fonctionne à peu près. Les États-Unis en Irak en 2003, ça ne fonctionne pas. Enfin, ils s'enlisent, etc. L'Afghanistan, on a vu en 2021 qu'ils avaient fini par se retirer. La France au Mali, au bout de 10 ans, a fini par se retirer. On pourrait avoir d'autres exemples. L'Arabie Saoudite au Yémen, Israël au Liban en 2006. Ça ne fonctionne plus. Et ce qui est très étonnant, c'est que Vladimir Poutine, on pensait, tout le monde disait c'est un stratège, c'est un joueur d'échecs. On pensait qu'il avait compris ça et il le fait en encore plus gros, si je puis dire. Et ça ne fonctionne pas non plus. Bon, pour vous, ça ne fonctionne pas. Alors justement, on va s'arrêter sur ce nouvel ordre mondial qui se dessine avec une photographie à l'instant T. On a pu la voir, cette photographie, Slimane, hier, donc à l'Assemblée générale de l'ONU, avec cette résolution qui a été votée justement pour condamner cette invasion russe. Alors vous allez nous expliquer quels sont les pays qui sont pour, contre et ceux qui s'abstiennent, évidemment. Alors, si on cartographie les résultats de cette résolution, l'enseignement le plus pertinent, c'est le poids de l'Afrique dans la masse des pays abstentionnistes. 15 États africains se sont abstenus, dont l'Algérie, le Soudan, l'Afrique du Sud, le Gabon, le Togo, le Congo. Et sur les 11 pays qui n'ont pas voté, il y a 5 pays africains. Ça nous fait donc 20 pays. Et il y a encore 2 pays africains, l'Érythrée et le Mali, qui ont rejeté la résolution. C'est-à-dire que sur les 32 pays abstentionnistes, 22 sont africains. Et Dominique de Villepin, qui était sur ce plateau, parlait d'une guerre de blancs qui n'intéresse pas le continent. En tout cas, si on regarde le poids des abstentionnistes sur le plan démographique, en ajoutant donc aux pays abstentionnistes africains les grands géants de l'Asie, la Chine, l'Inde, mais aussi le Pakistan et le Bangladesh qui totalisent presque 200 millions chacun, on a presque plus de la moitié de l'humanité démographiquement est abritée dans des pays qui se sont abstenus. Et ce qui est important dans le sens de cette abstention, c'est qu'on leur a demandé quoi? On leur a demandé de voter une résolution qui préconise moins la condamnation de la Russie que le rétablissement du droit international, c'est-à-dire l'inviolabilité des frontières. Et donc ces pays-là, qui en principe défendent l'inviolabilité des frontières, ont choisi de s'abstenir. Et pour certains d'entre eux, on peut même appliquer l'adage qui ne dit mot consent. Alexander Makogonov, que vous inspire ce planisphère? En fait... Parce que d'un côté, on peut voir que vous êtes très isolé, et de l'autre, il y a ces abstentions. Mais très isolé, lorsque la moitié de la population mondiale, peut-être même plus que la moitié, s'abstiennent au vote contre cette résolution, ça veut dire déjà quelque chose. La Russie n'est pas du tout isolée, et ne peut pas être isolée. D'un côté, connaissant bien les méthodes des États-Unis, appliquées par les États-Unis pour
avoir ce qu'ils veulent, que ce soit sur le plan politique, économique, militaire, y compris le chantage, la pression, les intimidations. C'est ça, le vote ? Mais bien sûr, non, c'est pas la question de la manipulation de vote, c'est la question de manipulation des votants. Donc là, les pays qui votent à l'Assemblée générale, nous savons très très bien sous quelle pression se trouvent ces pays-là, leurs représentants et leurs gouvernements. C'est-à-dire des pressions économiques, diplomatiques, dites-nous. Vous savez, moi je veux vous citer Charles de Gaulle, il a dit une phrase absolument phénoménale qui illustre d'une manière parfaite le processus de la prise de décision sous la dictée des États-Unis. Je ne sais pas dans quel contexte il a dit ça, il a dit « J'ai entendu votre point de vue, il ne rencontre pas le mien, la décision est prise à l'unanimité ». Donc là, c'est comme ça que ça se passe, en fait. Tous les moyens sont bons. Cela dit, quel que soit le nombre de votants, le principe de l'inviolabilité des frontières internationales, y compris celle de l'Ukraine, c'est quand même un principe auquel la Russie souscrit. Exactement, nous sommes très attachés à ce principe, tout alors, comme au droit international. Pourquoi vous ne le respectez pas en Ukraine ? Exactement, mais le problème c'est que depuis 2015, nous avions des accords de Minsk qui auraient dû être remplis. Les accords de Minsk qui étaient intégrés comme une partie vraiment indéfectible dans le droit international par la résolution des Nations Unies 2202 du 17 février 2015. Alors, pour vous, ces accords n'ont pas été... Quel était le résultat ? Rien, zéro. Personne n'a voulu bouger un petit doigt pour mettre en œuvre ces accords de Minsk. Ni le régime de Kiev, ni ses amis occidentaux, y compris les garants de ces accords, la France et l'Allemagne. Alors on va passer, enfin effectivement, mais est-ce que ça conduit à un nouvel ordre mondial ou un désordre mondial, Frédéric Charaillon ? C'est un nouvel ordre mondial, oui, mais ça fait un moment qu'il est à l'œuvre. Parce qu'on est dans une espèce d'entre-deux stratégique. On sait quel monde nous avons quitté. La fin de la guerre froide, c'est maintenant déjà vieux. On ne sait toujours pas dans quel monde nous entrons. Alors ce qui est certain, c'est que c'est un monde qui ne sera plus uniquement occidental. Il l'a jamais vraiment été. Mais de plus en plus, il sera pluriel. Et il y a des pôles qui sont en train de... Est-ce qu'on peut parler de guerre de civilisation aujourd'hui ? Non. Ça, je pense, c'était un vocable de Samuel Huntington il y a quelques années. Et de Vladimir Poutine. En revanche, il peut y avoir des reconfigurations autour... Et clairement, il y a quelque chose qui se passe autour de l'identité. Il y a des pays qui sont sur une identité très nationale, qui défendent une identité très nationale, qui n'est pas forcément favorable aux minorités. Le dernier discours de Vladimir Poutine était quand même assez violent aussi là-dessus. D'autres sont beaucoup plus libéraux. Et on retrouve quelque chose d'idéologique, finalement, libéraux contre illibéraux. C'est comme ça que certains pays s'auto-qualifient. Donc je pense qu'on va avoir quelque chose de nouveau, mais qui n'est pas encore arrivé à maturité. Alors ça va être compliqué parce que le temps file, mais la Chine, là on sent que la Chine joue sa partition, avec d'un côté les Russes qui sont... Il y a ce plan de paix qui a priori ne convainc pas tout le monde, mais quand même, et Volodymyr Zelensky et les Russes disent vouloir en parler. Si on veut résumer très vite, je pense que d'abord je pense qu'il y a effectivement quand même un échec russe à partir des objectifs initiaux, mais c'est normal, dans une guerre, les objectifs changent régulièrement. Ensuite, il y a des pays qui ne veulent pas condamner la Russie parce qu'ils ont des intérêts communs, etc. Et il y a des pays qui ne veulent pas condamner la Russie et qui s'abstiennent, comme la Chine, parce qu'ils souhaitent jouer un rôle de médiateur. Ils souhaitent rehausser leur rôle diplomatique dans cette affaire, et c'est le cas de la Chine. Et c'est pour ça que la Chine est très attendue. D'ailleurs, même des Occidentaux disent à la Chine, c'est vous qui pouvez aussi, vous qui avez un canal de dialogue particulier avec Vladimir Poutine. Alors qui est le grand vainqueur ? C'est la Chine qui va jouer ce nouveau rôle, ou c'est Joe Biden aussi qui arrive comme je pense que les deux le héros d'un monde libre. Les deux parlent probablement déjà ensemble. Chacun, c'est un jeu de dupes aussi, chacun veut garder ses intérêts, mais compte aussi sur l'autre pour ne pas tout perdre. La Chine, pour le moment, a fait une proposition et tout le monde dit si le but c'est de nous amener à parler, elle a raison, on va la suivre, mais sauf que pour le moment, ça manque encore beaucoup d'éléments concrets. Justement, dans les éléments concrets, Alexander Makogonov, est-ce que c'est un allié ou un partenaire, la Chine, et est-ce que vous attendez des armes ? Tout d'abord, la Chine, c'est notre partenaire avec lequel nous sommes en train de développer un partenariat global à caractère stratégique. Le niveau de nos relations atteint vraiment mais des armes ou pas? Des indices c'est vraiment la question revient. Oui. Est-ce que la Chine, vous comptez sur la Chine pour avoir des armes, des drones comme les Iraniens? Nous n'avons pas besoin des armes chinoises. Tout d'abord, nous avons tout ce qu'il nous faut. Votre armée n'est pas épuisée, vous n'avez pas besoin de munitions. Nous avons tout ce qu'il nous faut. Notre industrie militaire fonctionne bien, s'adapte à la nouvelle donne. Il y a toujours des nouvelles idées, nouvelles technologies que nous développons. Donc là, on n'a pas besoin de la Chine. Prigojine dit qu'il n'y a pas de munitions, il se trompe, il ne s'adresse pas à la bonne personne. C'est peut-être la question des approvisionnements, mais ce n'est pas la question de la production de munitions. Tout ce qu'il nous faut, nous en avons. Mais ce qui est important pour nous, c'est le soutien de nos amis chinois qui partagent avec nous les mêmes approches quant aux origines de la crise en Ukraine, tant à la situation actuelle. Et tout le monde. Est-ce que la Russie serait prête à aller jusque-là? Mais la Russie, c'est une puissance nucléaire et un membre du Conseil de sécurité des Nations Unies qui porte toute sa responsabilité pour la sécurité mondiale et pour la stabilité dans le monde. Dans notre doctrine nucléaire,
l'utilisation des armes nucléaires n'est prévue que dans 2 cas exceptionnellement. C'est lorsque notre pays est attaqué par les armes nucléaires ou par les armes conventionnelles, mais ce qui menace à la sécurité, à l'existence même de notre pays. Merci pour cette... oui, effectivement, on aurait beaucoup aimé poursuivre sur ce sujet, mais c'est déjà la fin de cette deuxième partie. Merci. Messieurs, d'avoir été avec nous pour ce 64 minutes émission spéciale.